La nouvelle taxe invisible pour aspirer votre argent. L'inflation frappe la France, l'Europe, le monde au portefeuille. Vous êtes 47% de Français à être à découvert au moins une fois par an. 20% une fois par mois. On achète moins et on sort moins au restaurant. L'ère de la déconsommation a peut-être sonné. Je pense qu'il y a des profiteurs de la crise. Très clairement, il y a des profiteurs de la crise. Alors, première chose, on parle de l'inflation. Les amis, il faut savoir une chose. L'inflation ne concerne pas tout le monde en France. L'inflation est une chose extraordinaire pour un certain type de population à l'intérieur d'un pays. Pour une certaine classe, bien pour certaines classes de la population française ou bien même voire de certains pays européens. L'inflation est la meilleure chose qui puisse arriver aux fonctionnaires français, aux grands industriels, pas le petit entrepreneur, le grand industriel, le grand patron, et aux rentiers. L'inflation, ça veut dire la monnaie a moindre valeur. Donc pour eux, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a moins de charges en France. Pour eux, pas pour tout le monde. Pour eux, pourquoi ? Parce que eux, ils ne vendent pas en France. Ils vendent à l'extérieur. Donc leur balance commerciale, elle va être extraordinaire. Quand tu fais le ratio France-extérieur, je vends à l'extérieur. Et pourquoi le fonctionnaire français ? Parce que le fonctionnaire français, de base, il est censé être payé en francs. Tu vois ? Donc, si je suis payé en francs, ou si je suis payé en francs, être payé en francs, c'est pas pareil que être payé en euros. Pour eux, c'est extraordinaire. Donc, l'inflation est un cauchemar pour le travailleur et pour l'entrepreneur. Ça dépend des pays, mais pour la France, c'est un cauchemar. Parce que ces trois classes-là, parce que le rentier, lui, il investit dans l'entreprise du mec qui exporte ailleurs. Le rentier, il investit dans l'entreprise du mec qui va vendre chez les Chinois. Le rentier va investir chez le mec qui a plein de marchés à l'extrême-orient, là où tout va se faire l'économie, tu vois. Chez les Taïwanais, les Coréens, les Chinois, les Indiens, l'Indonésie. Voilà. L'industriel est là-bas. Vous inquiétez pas, lui, l'inflation, c'est pas un problème, parce que ça lui permet, lui, derrière, d'avoir de moindres coûts pour ce qui est de la France, parce que l'économie a moins de valeur. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais derrière, pour le mec qui est en France et qui, lui, vit en France et qui subit à la taxation française, c'est un cauchemar. Et pour l'entrepreneur aussi. C'est pour ça qu'il se casse. Il se casse. Et l'inflation, ils font semblant, voyez, pour vous calmer. Ils font semblant de vous dire que vous inquiétez pas, on travaille sur l'inflation. Vous inquiétez pas, regardez, l'inflation a baissé. Mais pas du tout, mais ça n'a jamais baissé. Ils trafiquent les calculs pour vous faire croire que l'inflation baisse. Mais est-ce que vous vous rendez compte que les rentiers, les fonctionnaires ne peuvent absolument pas accepter que l'inflation soit corrigée et bien qu'on indexe le salaire des travailleurs français vis-à-vis de l'inflation, parce que ça baisserait le chômage. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a plus de chômage ? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a plus de chômage ? Tout le monde trouve du travail. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque tout le monde trouve du travail ? Eh bien là, on a moyen de faire pression sur les grands patrons qui nous embauchent. En gros, c'est mai 68, quoi. Voilà. Donc, pas du tout. Ce qu'on va faire, on va faire exactement ce qu'a fait Margaret Thatcher. Les syndicalistes, chut. Les travailleurs, chut. Même les grands patrons. Les grands patrons, non. La France travaille pour les grands patrons. Macron travaille pour les grands patrons. Margaret Thatcher, elle a libéralisé les marchés financiers. Et pour les travailleurs, chut. Chut. Taisez-vous. Ah, vous voulez pas travailler ? On met en place le chômage. On désindexe vos salaires vis-à-vis de l'inflation et vous êtes des esclaves. Mais pour eux, c'est pas grave. Parce que eux, avec toute leur industrie, avec tous leurs moyens de production, ils vont faire de l'argent de l'autre côté. En plus, l'impôt français est territorial. Hein. On taxe sur les bénéfices que tu fais en France. Tu vois. Mais à l'extérieur, c'est pas taxé. L'impôt français est territorial. Donc l'inflation concerne un certain type, une certaine classe de la population, voire 80% des gens en France, les travailleurs et les petits entrepreneurs. C'est pour ça que les petits entrepreneurs se barrent, ils se cassent, parce que c'est pas possible. Et là, les fonctionnaires, ils s'en mettent plein les poches. La haute fonction administrative, déjà qu'elle est payée en Deutsch allemand, et en plus de cela, ça met des taxes, ça fait les rentiers dans les entreprises qui, elles, vendent à l'extérieur. Mais c'est magnifique pour ces gens. C'est magnifique. Ils ne corrigeront jamais l'inflation. Ils ne corrigeront jamais le chômage. Corriger l'inflation et le chômage, ça veut dire faire moins de bénéfices. Et ça, ils ne le toléreront
Ils ne le toléreront jamais. Jamais. 2024, le prix de l'essence frôle les 3 € le litre dans certaines stations. Dans le même temps, les Français baissent leur chauffage, mais voient tout de même leur facture grimper. Sans parler de l'immobilier, qui lui atteint carrément des records. En cause, paraît-il, l'inflation. L'inflation. D'accord, mais Et pourquoi l'immobilier augmente? Excusez-moi, je coupe. Il augmente parce qu'on a mis en place ce qu'on appelle l'offre et la demande. Le problème de l'offre et de la demande, c'est que lorsqu'un mec est un peu trop riche, il capture l'offre et la demande. Et lorsque tu captures l'offre et la demande, tu mets en place tes prix. C'est ce qui se passe avec les quantitative easing. Le mec qui lui est déjà tous les moyens de production, il a déjà tout l'argent du monde, il a déjà de l'immobilier, c'est plus facile pour lui d'aller voir le banquier et de lui demander un peu d'argent. Oh, t'inquiète, je te donne un peu d'argent, je vois que là, t'as des biens immobiliers. Voilà, tiens, prends-en. Voilà. Et toi qui n'as rien, tu vas aussi emprunter si tu as la chance d'emprunter. Le problème, c'est que lorsque tu vas l'acheter, tu vas le voir le mec qui a déjà tout. Le mec qui a déjà tout, il te met les prix en place. Donc, pourquoi l'immobilier augmente? Parce qu'il y a certaines personnes qui s'enrichissent, il y a certaines personnes qui sont déjà extrêmement riches, qui se sont accaparés tous les moyens de production, tous les moyens de consommation, et en plus, ils ont accès à la dette, à l'usure, et ils mettent en place leur prix. Tout simplement. Pour eux, c'est un Eldorado, là. Hein. C'est un Eldorado. Et on a tellement asséché la France qu'on va aller à l'extérieur. On va mettre un peu nos industries à l'extérieur. On joue un peu sur la balance commerciale. Et derrière, après, on vient acheter tous les Champs-Élysées, on achète tout Paris. Voilà, tranquillement. Et en plus de cela, non seulement ils sont déjà riches, non seulement ils ont accès à la dette, mais le pire, c'est que pour pas mal d'entre eux, ils achètent de l'immobilier, mais dans cet immobilier, ils capturent la masse monétaire. Et là, on peut parler, par exemple, de l'Angleterre, où tu as une ville qui s'appelle Belgravia, où tu as des appartements, des maisons qui coûtent des millions d'euros et personne n'y vit. Donc ces gens ne prennent plus de risques. C'est le paradis pour eux. C'est le paradis pour eux. Ils se sont accaparés le pouvoir politique, le pouvoir économique, législatif, monétaire, médiatique, financier, alimentaire, maintenant environnemental, écologique. Hein. Alors, il faut qu'on crée tout le temps de nouvelles économies pour continuer de pratiquer la dette et l'usure et le taux d'intérêt. Tu vois, ils se sont accaparés tous les moyens de produire, tous les pouvoirs, les pouvoirs dans un pays, quoi. Voilà, tous les moyens de production, tous les moyens de consommation. Ils connaissent ceux qui font les lois, ils connaissent ceux qui prêtent l'argent. Ils ne prennent plus aucun intérêt. Ils sont tous rentiers entre eux. Ils capturent la monnaie qui est imprimée, et derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent cette monnaie dans de l'immobilier où personne ne vit, à l'intérieur. Un esclavagisme mais totalement moderne. Un esclavagisme mais totalement moderne, voilà. Sous une forme de capitalisme d'État. Mais la France, c'est quelque chose de très hybride, parce que la France, qui, en d'autres termes, s'appelle le Gaule américaine, voilà, nous, on est dans un cas très spécifique, contrairement à d'autres pays. Et pour eux, c'est l'Eldorado total. qu'est-ce que ça veut dire, l'inflation? Car lorsque le gouvernement vous présente l'augmentation du prix de la vie comme étant une fatalité, il en oublie d'expliquer le pourquoi du comment. Heureusement, votre chaîne préférée est là pour lire entre les lignes et vous aider à protéger votre épargne. Et oui, très bonne chaîne, en passant. ça tombe bien, car vous vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi la vie est aussi chère en 2024. Si les causes de l'inflation sont multiples, commençons par le commencement. Pour se développer, il faut de l'énergie. Et s'il y a encore 100 ans, le monde tournait grâce au charbon, aujourd'hui, vous avez sans doute remarqué que nos usines, comme nos voitures, fonctionnent grâce à deux choses, l'électricité et le pétrole. Le problème, selon plusieurs experts, c'est que la France a perdu sa souveraineté en la matière. Petite explication. Dès les années 1960, De Gaulle porte la volonté de faire de notre pays le pionnier du nucléaire. Cette indépendance, cela est dans le domaine atomique. Seulement, on ne peut pas en dire autant de certains de ses successeurs. Le gouvernement a signé la première étape d'un démantèlement. Avec tout le respect qu'on doit à cette personne, les problèmes n'ont pas commencé à l'époque de De Gaulle. Hein. Les problèmes ont commencé depuis la Révolution française. Lorsqu'on a libéralisé les marchés français, il existait en France ce qu'on appelait des corporations complètement décentralisées, où les gens se protégeaient entre eux, où il n'y avait pas de chômage,
où il y avait une forme d'ascension sociale. Pas de chômage, pas d'usure, pas de taux d'intérêt. Aucun. Le roi mettait les impôts pour récupérer un peu d'argent, ok, nickel. Mais il n'y avait pas de chômage. Tout le monde avait du travail. Tout le monde. Et en plus de cela, on protégeait les moyens de subsistance. Le pain. De telle sorte que tout le monde ait de quoi manger. C'est là qu'ont commencé les choses. Ce fanatisme anglais. On a libéralisé ces marchés. Hop, non, écoutez, la réglementation freine l'innovation, vous inquiétez pas, on va déverrouiller les marchés, ensuite on va installer l'offre et la demande. Lorsqu'on va installer l'offre et la demande, vous inquiétez pas, Adam Smith a déjà pensé la chose, c'est-à-dire que parce que tout le monde a son propre intérêt, eh bien il va y avoir une sorte d'équilibre où tout le monde va s'entendre. Incroyable. Incroyable. Et tout le monde sera de bonne foi parce que les hommes sont égaux devant la loi. Donc lorsque le patron et l'ouvrier vont signer leur contrat, eh bien le contrat est légitime. Incroyable. Et c'est comme ça qu'on a libéralisé tous les marchés. Malheureusement, ces libéraux n'avaient peut-être pas compris, ou bien ils le savaient pertinemment, parce que le combat de l'humanité, ça a toujours été de mettre de côté les marchands, parce que ces gens ne pensaient qu'au profit. Voilà. Donc on a menti au peuple et on a menti au roi en leur disant que ne vous inquiétez pas, le marché sera... on va pas dire juste, mais que tout le monde trouvera son propre intérêt. Il n'a pas expliqué au roi, ils n'ont pas expliqué au roi ou bien aux gens qu'il y avait des gens qui allaient créer des monopoles. Hein. Et ça, c'est le monde entier, voyez-vous, parce que même même aux États-Unis, on a créé des lois antitrust, les Sherman Act, pour freiner des mecs comme Rockefeller, tu vois. Mais ça, c'est partout. Voilà. Et c'est là, déjà, il y a un problème à ce niveau-là. Cette libéralisation des marchés qui a créé des monopoles qui ont fait l'offre et la demande, et qui ont fait flamber les prix. Flamber les prix. En plus, avec une qualité moindre, parce qu'on est à la recherche du profit. Tellement promis depuis 10 ans au nom de la transition énergétique. Or, les chiffres sont là. Si nous sommes tous attachés à l'écologie et au développement durable, et que l'on soit pour ou contre le nucléaire, il faut bien avouer que sans lui, le parc électrique français ferait pâle figure. 70% de notre électricité sort de nos centrales. Un record en Europe. Alors, quand le nucléaire est fragilisé, c'est tout le pays qui en pâtit. Un contexte qui a poussé le gouvernement à récemment faire machine arrière. Et là, on pourrait parler, en parenthèse, des libertés individuelles, puisque tout le monde aime bien parler de liberté individuelle. Hein, tous ces libéraux aiment bien nous dire qu'il faut libéraliser les marchés pour être libre individuellement parlant. Le problème qu'on a derrière, c'est que la France était énergétiquement indépendante, et ça, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar pour les Américains, pour les Arabes, pour les Russes, parce que ça vous rend compétitif et ça vous rend libre. La véritable liberté individuelle est dans l'énergie. Vu que l'économie n'est que de l'énergie transformée, si vous réussissez à rendre un pays indépendant énergétiquement parlant, ou bien à rendre une énergie libre, et quand je dis libre, c'est-à-dire que quand tu payes ta facture d'électricité, ça ne te coûte pas cher, eh bien là, vous avez des libertés individuelles. Toutes ces formes de droits, de liberté devant la loi, égalité, l'égalité, non mais tu crois ces conneries, c'est-à-dire que la nature a fait les choses de telle sorte que tout soit égal, quoi. Toutes ces conneries. Tout ça, ce n'est que de l'enfumage. La véritable liberté individuelle, c'est dans l'énergie. Si vous réussissez à installer une énergie libre, gratuite, et peu chère dans un pays, à ce moment-là, les gens sont libres. En France, ça allait avec ce nucléaire. Mais voyez-vous, la France a vendu son âme au diable. Bien, les technocrates ont vendu l'âme de la France au diable. Les marchands, les usuriers, BlackRock, et j'en passe. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? La France n'est plus indépendante énergétique. Et qu'est-ce qu'on a dit, liberté individuelle? C'est ne que de l'énergie libre. Et bien, qu'est-ce qui se passe derrière? On ferme les centrales nucléaires, on est soumis derrière à tous ces marchés financiers qui tournent autour du pétrole et du gaz, et vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves. Aussi simple que ça. Dans sa façon de voir les choses. Peut-être un peu trop tard. Nous avons perdu 12 ans. Oui, le sujet est toujours brûlant, tant il est important. La preuve, aujourd'hui encore, il occupe les débats de premier plan. Par la politique nationale que vous avez conduite, notamment sous le premier quinquennat,
Vous avez considérablement affaibli notre politique nucléaire. Il a raconté n'importe quoi sur le nucléaire, mais je vais vous répondre. Parlons du nucléaire, c'est très intéressant. Et quant au pétrole, il n'aura échappé à personne que la France n'est pas un cador en la matière. Certes, nous avons quelques puits, par-ci par-là, mais à peine de quoi couvrir 1% de nos besoins. Alors que pour en trouver, il faut se tourner vers un club très privé. Et là, les amis, on va faire une petite remarque. Faites très attention à ces journaux économiques, à ces informations journalistiques que vous voyez sur les médias ou bien à la télévision. Faites attention, les vainqueurs écrivent l'histoire. On n'est pas là pour vous informer, on n'est pas là pour vous éduquer, on est là pour vous endoctriner. Est-ce que vous savez que le mot taxation, le sens du mot taxation a été complètement détourné. De base, taxation signifiait mettre un prix maximum sur des prix, comment dire ça, des aspects stratégiques, on va mettre des prix maximum sur des choses importantes à l'échelle d'un pays, comme les subsidences, pour protéger les gens les plus démunis afin que tout le monde puisse manger. C'était exceptionnel, c'est-à-dire que lorsqu'on voyait que ça partait en couille, eh bien, les gens les plus démunis pouvaient se plaindre, je ne sais par quelle manière exactement le procédé en lui-même, pouvaient se plaindre pour que derrière, le pouvoir décide de mettre un prix maximal sur des subsidences et sur des postes clés de l'économie du pays pour que tout le monde puisse manger à sa faim, puisse vivre décemment. D'accord ? Donc, ce mot-là a été changé et on a menti sur toute l'histoire. Rendez-vous compte ? Non, imaginez quand même que après la guerre contre l'Autriche, la Prusse contre l'Autriche, 1864. Il y a une guerre contre la France avec Napoléon, 1770-1771. À partir de ce moment, lorsque la France perd la guerre, tous les enfants qui allaient à l'école, on leur apprenait à haïr l'Allemagne. Mais quand vous entendez des choses comme ça, comment vous pouvez croire une seule seconde qu'on est là pour vous apprendre la vérité ? Quand vous entendez que durant la monarchie de Juillet, en 1833, lorsque les bourgeois, les industriels, les patrons s'enrichissent énormément grâce au chemin de fer, il y a une déclassification de la noblesse en France, parce que les nobles, avec leurs terres, ils se font complètement déclasser parce que les bourgeois ont accumulé du capital pour acheter les terres et le pouvoir politique et influencer Louis-Philippe Ier. Vous avez carrément des mecs, des Rothschild qui vous disent « Moi, j'ai le numéro de ce mec, je l'appelle quand je veux et tout ». Ils ont rendu obligatoire, ils ont demandé à ce qu'on mette plus d'écoles dans les communes pour apprendre aux gens, pour alphabétiser les gens, de telle sorte que ces gens soient un peu plus dociles pour qu'ils se révoltent moins. Mais quand vous avez toutes ces histoires en tête, comment vous pouvez croire une seule seconde que les médias qui sont gratuits vous parlent d'impôts? Mais de quel impôt vous parlez quand vous analysez l'histoire de France, quand vous analysez la Banque française, la Banque de France par exemple, qui était une banque détenue par des familles privées. Du coup, lorsqu'on a nationalisé la banque, la dette n'a jamais été annulée. Donc, clairement, la France est endettée auprès d'investisseurs privés. Mais quand vous entendez tout cela, vous vous dites, oui, les médias, c'est gratuit, mais c'est les impôts qui payent. Mais vous vivez dans quel monde? C'est pas gratuit. Ils sont pas là pour vous aider. On vous ment sur tout. On vous a menti sur tout. Sur Napoléon, sur Pétain, sur les guerres, sur l'économie, sur la Révolution française, sur la bourgeoisie, sur l'Ancien Régime, sur tout. Et surtout depuis 1789, on vous ment énormément parce que la République française n'est absolument pas légitime. Et quand je parle de légitime, je parle vis-à-vis du peuple français, pour qui ça a été brutal. Donc il est bien évidemment important pour ces gens de lobotomiser les gens à l'école. Donc pourquoi est-ce que je dis cela? C'est que quand vous entendez des trucs comme ça, oui, il n'y a que 1%, que si on trouve le pétrole, ou bien on trouve un moyen de s'enrichir, un moyen de créer un moyen de trouver un moyen d'utiliser le pétrole, l'énergie fossile dans les terres ou bien dans les mers françaises, mais que malheureusement cela ne pourrait que couvrir 1% de la demande à l'échelle du pays. Mais dites-vous que c'est potentiellement un mensonge. Et arrêtez avec vos sources. Une chanson. Source. Punaise, informez-vous par vous-même et comprenez les choses par vous-même. Qui est-ce qui vous dit pas que ces gens mentent? Dites-vous que ces gens mentent tout le temps. Tout le temps. C'est la chose que je voulais juste dire. Pour tout ce qui est médias, ils ne sont pas là pour vous informer. Ils ne sont pas là pour vous informer. Quand le maire qui vous dit on a baissé l'inflation de je ne sais combien de pourcents, c'est un mensonge.
Celui des États exportateurs. Le hic, c'est que la liste est courte. Et en fonction des prix et de la géopolitique du moment, la France décide de passer commande à tel ou tel pays. Sauf qu'il semble que nous soyons en froid avec la plupart d'entre eux. Mais comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Un exemple concret. Pour respecter le blocus imposé à la Russie, notre gouvernement a décidé de ne plus importer son or noir. Alors, aujourd'hui, la France se fournit en Inde. Le problème, c'est que l'Inde achète elle-même ses stocks à la Russie. Donc, dans les faits, nous nous fournissons toujours en pétrole russe, pour plus cher, évidemment. Une boucle pas si joliment bouclée. Une aubaine puisque le pétrole russe est vendu à prix cassé et permet aux raffineries indiennes d'être plus compétitives. Elles peuvent ainsi prendre de nouvelles parts de marché en Europe. Voilà pourquoi les sanctions n'ont, d'après bon nombre d'économistes, presque aucun effet sur le Kremlin, d'autant que ces stocks semblent illimités. Une sacrée désillusion pour le gouvernement qui avait pourtant de grandes ambitions. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie. Et tout ça, ça passe mal pour beaucoup de Français. Car en réalité, le pétrole n'a pas augmenté, bien au contraire. Il est même moins cher au litre que l'eau. À l'heure où nous réalisons cette vidéo. Vous payez simplement la surtaxe spéciale géopolitique. Et bien que de nombreux Français soient pour le blocus actuel, d'autres le sont beaucoup moins. Mais est-ce que vous savez qu'en France... Oh my god! Est-ce que vous saviez que en France, il existe 384 taxes et impôts? Jesus. 384 impôts et taxations. Et la TVA rapporte chaque année près de 200 milliards. Mais qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Bon, on le sait, hein. On le sait, on sait où va cet argent. Hein. Mais... my godness. C'est incroyable. Et dans tous les cas, peu importe leur avis, ils ne peuvent que subir et constater avec impuissance les chiffres s'envoler à la station-service. Avec 1 300 €, c'est pas simple de faire de l'essence et puis de la route. Si ça reste comme ça, c'est à peu près entre 25 et 40 € en plus par mois. Et puis, fatalement, si l'électricité et le pétrole coûtent plus cher, alors tout coûte plus cher. Une boîte de conserve, par exemple. Pour la produire, il faut de l'énergie, beaucoup d'énergie. Pour travailler l'aluminium, pour cuire la nourriture qu'elle contient, pour l'acheminer jusqu'aux différents points de vente. Conséquence, une simple boîte de haricots a pris 30% en l'espace de 6 mois. La plus forte hausse de ces 50 dernières années. Mais difficile d'en vouloir aux usines d'augmenter leur prix de vente lorsqu'on jette un œil à leur facture d'électricité. Car nombre d'entre eux ne peuvent simplement plus les payer. Depuis décembre, les factures d'électricité des manuels ont doublé. Ils paient aujourd'hui 3 000 € par mois. Alors, avec de telles hausses, que l'on soit une petite entreprise ou une grosse firme industrielle, on sent forcément la note passer. On parle de 6000 fermetures de sociétés en tout genre en 2023. Et à défaut de pouvoir obtenir une trêve... Faut quand même préciser que ces sociétés, ce sont des PME ou bien des TPE. Hein, et pas les grands industriels qui, eux, vendent en Chine, qui vendent en Asie ou bien dans le monde. Hein. Retenez une chose, les amis, c'est très simple. Hein, c'est très simple. Dites-vous que plus il y a de l'inflation dans un pays, et plus l'entrepreneur qui a la capacité de vendre à l'extérieur s'en met plein les poches. Plein les poches. Imaginez un instant, faites simple, imaginez un instant un Africain qui, lui, vit avec des francs CFA dans son pays, mais qui a la capacité de vendre à l'extérieur à des Américains, à des Français, à des Chinois, à des Australiens, à des Nordiques, avec des monnaies aussi fortes. Il capte cette monnaie et dans son pays, il vit avec des francs CFA. Parce que c'est ça ce qui se passe en euros, en France ou bien dans les pays européens lorsqu'on vous parle d'inflation. L'inflation, c'est la baisse de la valeur de la monnaie. Donc oui, vous le sentez passer lorsque vous allez faire vos courses. La monnaie a moindre valeur. Mais pour ces gens qui, eux, vivent en France, coûte moins cher, mais qui ont la capacité d'aller s'en mettre plein les poches en vendant des sacs Louis Vuitton chez les Chinois, même pour eux, ça commence à être difficile actuellement parce que la Chine est un peu à l'arrêt, mais quand même, qui ont ces capacités à vendre à l'extérieur et de créer une forme de balance commerciale à l'extérieur, pour eux, c'est le jackpot. C'est le jackpot. C'est aussi simple que ça. Et c'est exactement pour ça que les gens, souvent les entrepreneurs déménagent, ils vont à l'extérieur. Parce qu'ils ont cette capacité à toujours vendre en France, parce que voilà, ils parlent français et ils sont capables d'avoir un compte bancaire européen. Et derrière, ensuite, il va vivre à l'île Maurice, ou bien au Maroc, ou bien en Afrique, ou bien en Thaïlande, ou bien en Indonésie.
C'est pas grave, voilà, on vit moins cher et on réussit à capter des dollars et des euros. Mais chez vous, ça coûte cher. Et le pays actuellement, qui s'en est mis plein les poches? Les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui se sont mis plein les poches, c'est les Turcs. Quand vous voyez la monnaie turque qui a été dévaluée, mais comme jamais, mais la Turquie est un pays qui exporte énormément. Énormément. Juste déjà avec leur business des cheveux, des implants capillaires, c'est une aubaine pour ces gens. On importe, on exporte, on ramène le monde entier en Turquie, et après, d'ailleurs, tu manges ton sandwich en lire turc. Mais c'est le bonheur. Donc, quand vous analysez toujours en France, le CAC 40, vous allez vite vous rendre compte que les plus grosses entreprises, elles, d'ailleurs, qui réussissent à vendre à l'extérieur en Asie, pour elles, ça va. Ça va. En plus, l'impôt français territorial, ça va. Ah, mais quand t'es en France, aïe, aïe, aïe. C'est dur. C'est très dur. Sur le champ de bataille, industriels, agriculteurs et artisans demandent une trêve sur leur déclaration fiscale. En gros, ils souhaitent une année blanche en matière d'imposition. Car oui, les impôts, voilà un sujet épineux. Peut-être le vrai nerf de la guerre. Si bien que selon certains... Honnêtement, les impôts, c'est pas un problème en soi. Les impôts, c'est pas un problème. Le problème en France qu'on a, c'est la monarchie technocrate qui s'est accaparée. Il y a une forme de connivence derrière. Parce que quand vous regardez les pays nordiques, c'est des pays libéraux socialistes, quoi. Il y a une forme de libéralisme, ils sont plus socialistes que libéralistes, que libéral, tant pour moi. C'est-à-dire que voilà, les gens ont la liberté d'entreprendre, mais derrière, tu vas payer les taxes chères. Et ensuite, derrière, tu vois où va l'argent. Quand tu vois à quel point ces pays sont beaux, ou bien il y a une forme de sécurité dans ces pays. En France, non. En France, on prend des impôts, tu vois, on ne sait pas à quoi ça sert, ça va nulle part. Les impôts, c'est pas un problème. Le truc, ce que je voulais dire, c'est que vous avez par exemple la Suisse. La Suisse, parce que pour qu'un pays aille bien, il faudrait déjà qu'il soit décentralisé. Et ça, la France l'a connu, cette décentralisation économique avec les corporations. Ok, on a niqué les verrous. Maintenant, t'as un patron de la finance qui peut devenir le patron d'un hôpital, bien d'ouvriers ou bien d'agriculteurs au travers d'une entreprise écran, tu vois, une société écran, tu vois, et au travers du taux d'intérêt, ce qui était impossible avant. D'accord. Donc le problème, c'est que par exemple, vous prenez la Suisse, elle laisse ses gens faire du libéralisme, mais derrière l'État, sans pour autant trop empiéter sur ces entrepreneurs libéraux, eh bien, il met en place quand même des formes d'action sociale pour aider les plus démunis. Donc les agriculteurs qui se font bouffer par les industriels, ou bien les petits commerçants, les artisans, et voilà. En France, non. En France, t'as le gouvernement. Alors lui, il pille les entrepreneurs, il pille les travailleurs, et t'as les mecs tout en haut qui, eux, vivent comme des petits rois. Ils vivent comme l'église catholique de Rome, tu vois. Les abbés, là, ouais, c'est ça, les abbés Richelieu, Montmazarin. Ouais, c'est ça. L'église catholique, elle est pas soumise au vote. Elle est là, tranquille. Et en plus, elle perçoit un impôt, la dîme. C'est ce qui se passe chez ces mecs. Mais ils ne font que profiter les gros industriels. Même encore, on pourrait même se poser la question de savoir ce qu'ils font vraiment profiter les gros industriels quand tu entends que ces gros industriels, eux aussi, se plaignent souvent que c'est pas possible de travailler en France. Quand tu entends, par exemple, Total, qui s'est fait complètement déclasser par les Chinois pour ce qui est du panneau solaire. Macron. Voilà. Donc, c'est incroyable. Donc, t'as un gouvernement qui il tue tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. L'entrepreneur, le travailleur, l'artisan, l'agriculteur, l'argent. La France est endettée par les gens à l'extérieur. Voilà. Donc, on est dans une forme de monarchie parlementaire à l'international. À l'international. Donc, vous avez le président qui est là pour faire acte de présence, tu vois. Il est là pour préserver l'unité nationale. T'as la chambre haute de la France qui va être les États-Unis, tu vois. Personne ne vote pour eux, hein. Mais ils sont là, ils checkent si tout va bien, hein. Ils checkent s'il y a un concurrent, tu vois, comme Alstom. Tu me le vends, hein. Ah, tu peux pas vendre? On prend le directeur, prison. Tu te soumets ou pas? Ok, d'accord, voilà, nickel. Et après, t'as la chambre basse, hein, avec de fausses élections. C'est la Commission européenne, voilà, qui vous dit non, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal. Et après, t'as tous les bouffons du coin là, LFI, RN, qui font semblant, qui vont changer les choses. Fais-moi rire. Fais-moi rire.
Certains, c'est à cause d'eux que les Français sont étouffés financièrement. Car si les taxes n'ont évidemment jamais été très populaires, elles semblent aujourd'hui plus écrasantes que jamais. Et ça, dans le contexte actuel, ça en inquiète plus d'un. La France est quasi championne du monde en matière d'imposition, au coude à coude avec le Danemark. Les Français se plaignent d'être moins bien payés. Mais pourquoi on est moins bien payés qu'ailleurs? Parce qu'on paye plus d'impôts, c'est tout simplement. Pour vous donner une idée, il y a au moins 500 taxes en France. Et c'est justement cette accumulation qui est pointée du doigt. Car si les sociétés sont taxées, que les salaires des 500 taxes? Moi j'ai vu 384. Travailleurs aussi, que votre entreprise paie un impôt sur votre salaire, que vous-même payez ensuite des impôts lorsque vous le touchez, et que derrière tout ce que vous achetez avec est encore taxé, vous vous demandez peut-être « mais où va mon argent ?» Eh bien, il semble qu'il s'envole partout et nulle part à la fois. Nulle part, car chaque année, on estime la fraude fiscale à au moins 80 milliards d'euros, loin devant la fraude sociale. Îles Caïmans, Luxembourg, Bermudes, choisissez. Et partout, car notre célèbre système de rétribution distribue l'argent dans de nombreuses prestations. Les retraites, le chômage, les aides diverses, tout ceci coûte de plus en plus cher à la France. Enfin, surtout à vous. Car qui dit rétribution dit autofinancement. C'est vous qui financez tout ça. On parle d'environ 900 milliards d'euros par an. Et si beaucoup tiennent à ce modèle et pensent qu'on peut le conserver en adaptant simplement 2 ou 3 choses par-ci par-là, c'est peut-être moins le cas du gouvernement, qui aimerait, selon certains, se faire l'économie de telles dépenses. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Par ailleurs, vos impôts servent aussi à entretenir d'autres services, eux aussi dits gratuits, mais que vous avez en fait financés intégralement. Le problème, c'est que peu d'entre vous voient leur retour sur investissement. On pourrait faire comme le français râleur et parler de ces routes toujours cabossées mais jamais réparées, que des millions... Le français râleur. Les Français subissent ces situations depuis 300 ans, et on les appelle des râleurs ou bien des feignants. Ah, ça, c'est vraiment quelque chose. Comment tu veux changer un pays quand tu as les mecs qui réussissent un minimum à s'en sortir? On va parler des entrepreneurs, hein, qui réussissent un minimum à s'en sortir, ou bien qui ont décidé, eux, d'entreprendre, voilà. Critiquer les autres qui sont pas malheureusement faits peut-être pour l'entrepreneuriat, mais qui en pâtissent depuis plus de 300 ans. Comment est-ce que tu veux qu'on s'en sorte de cette manière? C'est-à-dire que je vais faire par exemple une vidéo où je vais encourager cette personne, je réagis à la vidéo, je vais l'encourager, je vais dire des choses, la personne elle va dire des choses, on va pointer du doigt le gouvernement, et dans les commentaires, tu vas avoir des connards qui vont dire « Ouais, tu dis n'importe quoi ». Voilà. Comment est-ce que tu veux changer les choses quand même pour un truc où il y a un ennemi commun, tout le monde se met des bâtons dans le cou comme ça? Comment tu veux changer les choses? Au lieu que les entrepreneurs aident les travailleurs, voilà, nickel. Les entrepreneurs aident les entrepreneurs, les travailleurs aident les entrepreneurs, voilà, nickel. Tu fais une vidéo où tout le monde t'insulte, voilà, nickel. Et les mecs, ils sont en haut, ils nous regardent. Bon, ils regardent, ils sont en train de s'embrouiller. Ils sont même pas capables de s'entendre entre eux pour faire une révolution. Comment est-ce que tu veux changer les choses, tu vois? Et après, on pointe du doigt le communisme à gauche, à droite. Le communisme, de base, c'est ça. Hein. C'est une révolution du prolétariat, hein, tu vois, pour déclasser l'État, hein, et le faire disparaître. Mais c'est normal qu'ils pointent du doigt le communisme de partout, parce que c'est leur pire cauchemar. C'est leur pire cauchemar. 1919, en Russie, c'était ça, le truc. Bah... Si je peux pas changer les choses, quand t'as des gens comme ça, on est là en train de se battre comme ça... alors qu'il faut trouver une solution déjà pour déclasser cet État. Voilà. Après, on traite les autres râleurs alors qu'ils galèrent depuis 300 ans. Ils galèrent depuis qu'on a libéralisé leur domaine d'activité. On a libéralisé la santé. On a libéralisé les ouvriers. On a libéralisé l'agriculture. On a tout libéralisé. Il y a des mecs en haut qui mettent du taux d'intérêt. Et ensuite, derrière, tu as des gens qui vous disent c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et tu as des petits idiots qui vont aller sur TikTok ou bien sur YouTube, et bien vous faire des vidéos en vous disant que les Français sont feignants. Vous disant qu'ils doivent plus travailler que ça. Tu travailles jusqu'à quand? Tu vas travailler jusqu'à quand? Tu vas dire à un Français que c'est pas suffisant? Putain, mais c'est incroyable. Donc, arrêtez. Si vous voulez changer les choses, déjà arrêtez de traiter votre compatriote de râleur. Arrêtez de traiter votre compatriote de feignant. Arrêtez de traiter votre compatriote de personne qui ne veut pas travailler parce qu'il a fait son 35 heures. C'est pas comme ça qu'on change les choses, enfin. C'est pas comme ça qu'on change les choses. Punaise.
de personnes pratiquent chaque année. Mais il y a sans doute bien pire que ça. Car si la majorité de la population soutient la police, le personnel hospitalier, les pompiers, et s'ils comprennent les difficultés traversées par les femmes et les hommes qui exercent ces professions, ils comprennent en revanche beaucoup moins qu'une voiture de patrouille ou un lit d'hôpital ne soit pas disponible lorsqu'ils en ont besoin. Les urgences, les gens attendent sur des brancards, il n'y a plus de lits pour les recevoir. Voilà, exactement. Encore une fois, les hôpitaux. Voilà le problème du libéralisme économique. Ils ont absolument tout libéralisé. Même des domaines stratégiques comme la santé. Ils ont dit, alors déjà de 1, il y a un truc pervers qu'ils ont mis en place, ça s'appelle la tarification à l'activité, T2A. Donc c'est-à-dire que voilà, en fonction des activités que vous allez faire, vous en tant qu'hôpital, vous aurez un certain type d'aide, vous aurez une certaine somme d'aide publique. Voilà. Donc déjà de 1, ça pousse déjà les hôpitaux à ne pratiquer que ces activités qui vont leur permettre d'être plus subventionnés. Pervers, dans un premier temps. Deuxièmement, c'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va prêter chez l'usurier, dans les marchés financiers. Et là, encore une fois, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Parce que tu es un hôpital, donc déjà, ton chiffre d'affaires, tu ne le fais pas n'importe comment. Et du coup, derrière, eh bien, tu es obligé de faire ce qu'on appelle de la production. C'est-à-dire que tu vas délivrer le plus de services possible, facturer le plus de gens possible. Et résultat des courses, la qualité de service est amoindrie. Et ça, c'est le problème qu'on a dans absolument tous les secteurs de l'économie du pays. Et même pas qu'en France, de partout. Vous allez vous soigner aux États-Unis, vous en avez pour une facture de $10 000. On a tout libéralisé. On est dans un esclavagisme moderne. Moderne. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème du gouvernement français, c'est même pas en soi les taxes. Ce n'est même pas en soi les taxes. C'est que ce gouvernement ne fait rien pour aider ceux qui sont capables de créer de la valeur. Il ne fait rien pour ceux qui travaillent. Il ne fait rien pour équilibrer la balance entre socialisme et libéralisme. Il ne fait rien pour lui-même créer de la valeur ajoutée. Il ne fait rien lui-même pour mettre en place les bonnes réglementations. Et en plus de ça, de toute façon, il a même plus de souveraineté militaire et monétaire. Au final, on est dans une merde. On est dans une merde. Et ça, c'est le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire qu'on a absolument tout libéralisé, il n'y a plus aucune morale, la morale collective est supprimée, la morale même personnelle il n'y en a plus du tout. Et voilà, on se met à libéraliser des secteurs aussi importants que les hôpitaux et que la santé. On a libéralisé l'éducation, la santé, il n'y a rien qui va. Quelques-uns se font alors la réflexion. Nous n'avons jamais autant dépensé dans nos services publics, pourtant il semble que le service rendu n'a jamais été aussi mauvais. Et si vous vous demandez qu'est-ce que ces exemples ont... C'est ce que je vous dis, les services sont mauvais parce que les hôpitaux sont endettés auprès des marchés financiers et en plus de cela, ils reçoivent une aide publique de l'État que s'ils pratiquent certaines activités. Donc ce qui fait derrière qu'on est dans un contexte pervers où les hôpitaux maintenant, au lieu de soigner, doivent faire du profit. Voilà. Imaginez quand même quelqu'un qui un jour s'est levé et qui a dit qu'il souhaitait être médecin, pensez ne serait-ce qu'une seule seconde qu'il est devenu médecin pour au final faire du profit et rendre l'hôpital rentable. Donc du coup, étant donné que ces gens courent après l'argent pour rembourser les marchés financiers et avoir l'aide de l'État, résultat des courses, il faut produire, il faut faire du bénéfice, on n'a pas le temps, donc du coup, les services sont moindres. Et ça, si vous étudiez l'histoire de France, ça a commencé déjà de base avec le grain, le blé. On voyait les Anglais s'en mettre plein les poches. On voyait les Anglais qui ont libéralisé le marché du blé parce qu'ils s'étaient accaparés les terrains agricoles vu que l'un de leurs rois, Henri VIII, de la maison des Tudors, a tout vendu en se proclamant chef suprême de l'Église protestante anglicane. On a libéralisé l'économie. Les mecs se sont mis plein les poches. Le problème, c'est que derrière, vous avez les prix du blé qui a flambé et la qualité qui s'est amoindrie parce que ces gens pensaient en termes de bénéfices. Et en France, il s'est passé la même chose. Lorsqu'on a déréglementé le marché des subsidences, le prix a flambé, la qualité, elle a diminué au nom du profit et du capital. Du capital qui sert à acheter le pouvoir politique et à acheter plus de terres et à faire tourner la machine industrielle. Et on est là comme ça. On va vous dire quoi ? On va vous dire, ne vous inquiétez pas, le libéralisme, c'est la solution. Regardez le libéralisme, tout le monde s'est enrichi. Ah bah oui, C'est clair que le mec qui n'a plus le choix parce qu'il ne peut plus vivre de son agriculture doit se retrouver et qui doit aller du coup en ville pour travailler dans le tertiaire ou bien dans l'industrie. C'est clair que ça a été son choix. C'est clair que ça a été
C'était une décision qu'il a prise parce qu'il avait le choix, quoi. C'est clair qu'il est heureux de faire ça. En tout cas. À voir avec la hausse du prix de la vie, c'est simple. Bien que l'État ait du mal à trouver de l'argent pour garder son service public en vie, il ne peut pas pour autant le débrancher. Heureusement, il dispose d'une arme redoutable pour dégager des fonds, l'imposition, dont la fameuse TVA ou taxe sur la valeur ajoutée. Et ça tombe bien, car plus le prix de la vie est élevé, plus la TVA rapporte d'argent. Voilà donc comment, paradoxalement, l'État semble tirer profit de la crise. De quoi faire grincer des dents les Français, qui en viennent de plus en plus à contester la manière dont le gouvernement s'y prend pour gérer son argent. Et vous ne travaillez pas pour l'État, les amis, vous travaillez pour les usuriers qui ont esclavagisé des pays. Depuis la nuit des temps, les marchands n'ont été que motivés par le profit. On a découvert au XVe siècle, lors de la découverte du Nouveau Monde, qu'il y avait un moyen de s'enrichir encore meilleur. C'était de prêter aux États. Et que peu importe la manière auquel on prêtait aux États, on savait qu'on allait rembourser, on savait qu'ils allaient rembourser parce que ces États allaient chercher l'argent chez les petits gens, tout simplement. Et vous regardez l'histoire de l'Angleterre, c'est exceptionnel. Exceptionnel ce qu'ils ont fait. Avec la Banque d'Angleterre, qui était une banque privée, au nom de l'État. Et qu'est-ce qu'ils ont fait derrière ? Alors, c'est les lords qui contrôlaient le pouvoir politique anglais au travers de la monarchie parlementaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils avaient la Compagnie des Indes orientales. Le problème, c'est qu'ils faisaient beaucoup de guerres. Il fallait absolument stabiliser le truc. Parce que la guerre, ça coûte de l'argent. On crée la Banque d'Angleterre en disant que c'est l'Angleterre, vous inquiétez pas, les choses vont bien se passer. Les investisseurs prêtent parce qu'ils n'ont pas peur de prêter. Parce qu'ils savent que de toute façon, l'argent reviendra parce qu'on va aller taxer on va aller taxer les plus démunis. Et avec cet argent, on stabilise les dépenses publiques, on stabilise les dépenses de la Navy royale, et derrière, on prend ces capitaux, on va s'enrichir en carburant davantage la Compagnie des Indes orientales. Et on s'en met plein les poches. Et les personnes qui contrôlaient la Banque d'Angleterre, eh bien, alors déjà de 1, ils créent la Banque d'Angleterre, ils mettent de l'argent, ils mettent de leur propre argent, c'est les lords toujours, ils mettent de leur propre argent, ensuite ils contrôlent l'État pour, derrière, exporter et se retrouver dans la Compagnie des Indes orientales et faire tout le business du sucre, le business des matières premières, capturer le maximum d'or, capturer le maximum d'argent et s'en mettre plein les poches. En plus de ça, cette banque même d'Angleterre que les mecs dirigent, ils s'en mettent plein les poches de par les rétrocommissions, d'accord, parce qu'ils font l'intermédiaire entre l'État qui contrôle, l'État qui contrôle et les investisseurs privés. Et c'est comme ça qu'on s'en met plein les poches. Et le système s'est répété de la même manière en France. Quand vous avez avant la nationalisation de la Banque de France, on a découvert qu'il y avait 200 familles qui détenaient la Banque de France. La dette n'a jamais été annulée. Dans les 200 familles, vous avez Bouygues, vous avez Schneider, vous avez L'Oréal, toutes ces grosses compagnies qui, elles, aujourd'hui, exportent à l'international. Elles exportent à l'international. Donc, il y a déjà cette forme de dette qui n'a jamais été annulée. On a esclavagisé des pays et finalement, derrière, les États, ils doivent rembourser ces gens-là. Mais en plus de cela, nous, en France, on a une situation qui est exceptionnelle, c'est qu'on a des technocrates qui, eux, vivent de ces dettes. Ils vivent de ces dettes. C'est incroyable, ces situations. Et d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls, car nous sommes officiellement les mauvais élèves de l'Europe en matière de gestion économique. Chaque fois que vous faites vos courses, vous vous en rendez compte, la note est salée. Un exemple concret du quotidien. Vous voulez faire une salade de fruits. Très bien. Rendez-vous dans votre supermarché. Assez vite, vous constatez une chose. Des fruits, il y en a beaucoup, mais des fruits français, pas tant que ça. Surtout... Non mais vous vous rendez compte quand même que la France, qui est un des pays qui a absolument tous les moyens, qui a toutes les terres agricoles pour produire ses propres fruits et légumes, se retrouve aujourd'hui à importer des fruits et légumes de pays extérieurs. Voilà ce qu'on appelle la recherche du profit et du capital. Voilà les conséquences. Et on s'est tellement enrichi qu'on a créé une offre, on a monopolisé l'offre et la demande, ce qui fait que tout coûte cher en France et que l'agriculteur ne réussit pas à survivre pour engraisser le tertiaire et le secondaire. Alors que le tertiaire et le secondaire, sans primaire, en agriculture, ils ne peuvent pas faire grand-chose, tu vois. En tout cas,
Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on méprise autant l'agriculteur, alors que le mec du tertiaire, il est bien content que l'agriculteur puisse exister, parce que c'est encore ces gens qui font de la bouffe, quoi. Qui font les fruits et légumes et qui s'occupent vraiment des élevages. Non, on a engrossé le tertiaire, le secondaire, l'industrie, c'est un peu différent, mais le tertiaire, on l'a engrossé. Et derrière, tu as le secteur primaire qui est complètement aux oubliettes, laissé aux oubliettes. Et c'est normal, au nom du profit. Ils sont globalement plus chers, voire beaucoup plus chers que les autres. Pourquoi ? Tout simplement car la France joue au même jeu que les autres, mais pas avec les mêmes règles. La concurrence déloyale. C'est le combat porté entre autres par nos agriculteurs. À Quissac, dans le Gard, ce sont des caddies remplis. La concurrence déloyale pour qui ? Parce que pour le patron, l'entrepreneur, lui, c'est formidable. Hein. On va trouver des gens encore moins chers pour plus de profit. Pour eux, c'est extraordinaire. Hein, le libéralisme économique. Extraordinaire. Pour vous, pour les travailleurs, oui, c'est un cauchemar. Pour l'agriculteur, oui, c'est un cauchemar. Remplis de fruits importés qui ont été brûlés, là aussi pour dénoncer la concurrence déloyale. Leur revendication, ne plus voir sur les étables des produits contre lesquels ils ne peuvent rivaliser. D'ailleurs, 9 Français sur 10 sont d'accord avec eux. En effet, est-ce normal de devoir respecter des règles dont d'autres se dispensent ? Il y a quelques semaines à peine, la France achetait 2 millions de poulets à l'Ukraine. Poulets ne respectant aucune norme française. Hormones, conditions d'élevage, stockage, rien ne va. Alors, regardez, et dites-vous quand même que vous avez quand même, par exemple, la Suisse qui est encore plus libérale que la France, mais vous avez un gouvernement suisse qui, lui, il fait bien les choses, il en fait pas trop, il laisse les gens faire du libéralisme, et lorsque ça capote, on va subventionner les agriculteurs, parce qu'il sait pertinemment qu'au travers du libéralisme, il y a des grosses inégalités qui vont se créer, donc du coup, il y a des gens qui vont créer un monopole, qui vont s'accaparer tous les moyens de production, du coup, ce qui va augmenter les prix, parce qu'ils détiennent les moyens de production, donc du coup, ils font les règles. Il y a quand même un État qui va un minimum subventionner les agriculteurs pour les aider à sortir la tête de l'eau. Non, en France, nous, c'est pas ça. En France, on comprend plus rien en France. Et il faut aussi comprendre une chose, c'est qu'ils ont rendu tout cela compliqué pour qu'on ne comprenne absolument plus rien. Et quand je dis on ne comprend plus rien, je parle de nous et eux-mêmes. Nous et eux-mêmes. T'as les mecs des impôts qui sont là et qui exécutent sans même comprendre ce qui se passe. Résultat, ce poulet se retrouve dans nos rayons à 3 € le kilo. Là où un agriculteur français, contraint à des normes bien plus strictes, ne peut tout simplement pas s'y retrouver à moins de 7 € le kilo. Certes, en temps de crise, il est compliqué d'en vouloir à ceux qui ne peuvent se tourner que vers ces produits abordables. Et nous ne blâmons jamais ceux qui souhaitent soigner leur épargne, bien au contraire. Mais des voix s'élèvent, car toutes ces bizarreries seraient en fait une histoire de gros sous et de traités européens. Mais c'est pas interdit cette pratique, non ? Eh bien non, c'est révoltant, mais c'est permis par la législation européenne. C'est incompréhensible. Le problème, selon certains, c'est que ces fameux traités européens... Et les amis, si vous comprenez bien les choses, voilà le libéralisme économique. Le libéralisme économique, c'est quoi ? Ces gens sont malins. Hein. Le libéralisme économique, c'est quoi ? C'est trouver le moyen de faire travailler des gens pour notre propre intérêt. On s'est rendu compte qu'on avait réglementé des marchés et qu'ils étaient décentralisés à l'échelle de pays. Encore en France, on prend la France dans l'ancien régime. Tout était décentralisé, les marchés étaient décentralisés, ça s'appelait les corporations. Ce qui empêchait les marchands, empêchait les propriétaires de terres qui se retrouvaient à Paris pendant qu'ils déléguaient les gens qui s'occupaient de leurs terres, ce qui empêchait ces gens-là de s'accaparer de nouvelles terres, sa capacité de nouveaux moyens de production pour s'en mettre plein les poches. Ils s'accaparent le pouvoir politique parce que quand même, ils réussissent à faire du capital. Ils s'accaparent le pouvoir politique et entourent les rois. On entoure les rois et on va commencer à mettre en place une religion. Les Lumières. On met en place une religion, les Lumières, on influence le roi, on dit au roi, vous inquiétez pas, on va libéraliser le marché et tout le monde va s'en mettre plein les poches. Ça, c'est leur credo. Hein. Le libéralisme, vous inquiétez pas, tout le monde s'en met plein les poches. Ok. Le roi croit à ces conneries, on libéralise les marchés. Destruction des marchés, du coup tu as déjà les plus démunis qui sont pas contents, et derrière qu'est-ce que tu as ? Tu libéralises l'économie. Donc du coup tu t'accapares toutes les richesses du pays, toutes les terres du pays, tu crées un capital et tu industrialises. Ok, tu t'en mets plein les poches. Le problème c'est qu'on arrive à saturation. Alors, lorsqu'on arrive à saturation, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on aille trouver de nouveaux marchés. Voilà. Et pour trouver de nouveaux marchés, il faut aller à l'étranger. Donc du coup on met des relations, on réunit les conditions
pour créer ces nouveaux marchés. Et ça s'appelle l'Union européenne. Dans un premier temps. Ça s'appelle aussi la Chine. La Chine a été plus maligne parce que la Chine, elle a fait en sorte que ces gens viennent déposer leur industrie dans le pays de la Chine pour que la Chine, elle, derrière, plus s'enrichir au travers des exportations. Ok. Mais si on reste juste dans la Commission européenne et dans l'Europe, on a détruit les pays à l'intérieur au travers du libéralisme économique, on a créé des monopoles. Et quand je dis monopole et quand je parle d'inégalité, je ne pointe pas du tout à les inégalités, parce que chercher la justice, ça n'a absolument aucun sens. Chercher l'égalité dans un pays, ça n'a absolument aucun sens. Rien n'est égalitaire dans ce monde. La nature n'a pas fait les choses de telle sorte que tout soit égalitaire, bien évidemment. Mais il y a un minimum de réglementation à mettre en place dans un pays, parce que ça reste un pays, il faut quand même penser un minimum au bien commun. Il y a un minimum de contrat social à mettre en place. Donc, on a tout détruit. On a libéralisé, on a mis la politique du chacun pour soi, Dieu pour tous, les plus forts, parce que dans le monde, il y a des plus forts et les plus faibles. Les plus forts se sont tout accaparés. Ça arrive à saturation. Qu'est-ce qu'on va faire derrière ? On va créer les conditions pour élargir le terrain de jeu. Et lorsqu'on élargit le terrain de jeu, la France, bon, c'est plus important. Et là, maintenant, on va en Ukraine, on va en Roumanie, on va là où ça coûte moins cher. Voilà, aussi simple que ça. Ça va aller, jusqu'où ça va aller, on ne sait pas. On ne sait pas. Maintenant, après, quand on va déposer nos industries en Chine, on est en train de se plaindre que les Chinois, ils font du jeu déloyal. À quoi est-ce que tu t'attendais lorsque tu libéralisais le marché à l'international, quand tu sais pertinemment que le profil d'un Chinois est complètement différent du profil d'un Français, ou bien d'un Allemand, ou bien d'un Américain, ils sont complètement différents. Voilà. Les libéraux vous ont dit, vous inquiétez pas, il faut libéraliser, l'offre et la demande, c'est ce qui compte, tout le monde va s'enrichir. Demandez-vous pourquoi il y a eu autant de guerres en France, voilà, suite à ces libéralisations. Je ne sais pas si les gens ont toujours voulu que ce soit ainsi. Mais bon, je pense qu'ils n'ont jamais voulu que ce soit ainsi. On leur a imposé les choses, ce qui fait qu'il y a de grandes souffrances derrière. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va écouter ce que nous disent nos économistes libéraux. Non, mais n'écoutez pas, tout ça, c'est des conneries. Le libéralisme est la solution. Le capitalisme, c'est la solution. Tout le monde s'enrichit. Regardez, lui, il était dans sa terre agricole, dans sa maison. Il n'avait pas l'électricité. Il gagnait 3 francs 6 sous. Depuis qu'il allait en vide dans son petit appartement de 30 mètres carrés, il gagne 2000 €. C'est déjà beaucoup plus. Il peut s'acheter un iPhone et dormir correctement. Et là, il faudrait quand même qu'on pose la question à cet agriculteur ou bien à cet ouvrier, si c'est le cas, s'il est content. Puis on verra ce qu'ils en pensent. Je pense quand même que si on donne le choix aux gens de vivre dans la ville ou bien en province, bien là dans leur village, sans tenir compte des prix, des fluctuations des prix, de comment se nourrir, je pense pas que beaucoup de personnes auraient l'envie d'aller vivre dans un petit appartement, dire qu'ils gagnent 5 000 € par mois, et encore 5 000 € par mois, attention, dire qu'ils gagnent un certain type, dit qu'il gagne un certain montant qu'il n'aura jamais gagné dans son village, et qu'il est heureux ainsi. Je sais pas. Et puis, si on n'est pas d'accord, on pourrait essayer de voir un peu comment font les Africains, peut-être, ou bien les pays un peu plus démunis, tu vois, qui gagnent peut-être moins d'argent, mais qui ont quand même encore une forme de liberté, qui mangent encore sainement et qui ont plus déjà d'espace, où vivre, quoi, tu vois. Pourquoi est-ce qu'un riche Africain, pour la plupart du temps, lorsqu'ils s'enrichissent, ils préfèrent rester dans leur pays que de s'empresser d'aller à l'extérieur ? À part, bien évidemment, pour les moyens de santé, je ne sais quoi, on va se soigner, après on revient dans son pays. Pourquoi ? En tout cas, je suis parti trop loin, mais il faudrait quand même qu'on pose la question à ces gens, parce que eux, c'est leur argument, tu vois. Leur argument, c'est que tout le monde s'enrichit, vous inquiétez pas. Il faudrait comment qu'on pose la question aux gens. Est-ce que vous pensez vraiment que ces gens, s'ils avaient eu le choix, ils auraient préféré aller vivre en ville dans le trafic, dans le stress, pour gagner 4 000 € par mois dans un petit appartement, que d'être tranquille dans leur village, gagner moins, mais être libre, pleine nature, air frais, cultiver leur terre ? Je ne sais pas. Sont supérieurs aux lois de notre pays. Alors, même si l'État décide de dire non, en cas de litige, le dernier mot ne nous revient pas. Traduction, si l'Europe décide que la France doit acheter à l'étranger, alors elle doit acheter à l'étranger. Quitte à délaisser nos agriculteurs, pourtant en grande difficulté. Pas étonnant que de plus en plus de personnes ont l'impression que leur vie se joue entre 4 murs à Bruxelles.
Et là, justement, c'est bien ce qu'il est en train de dire. Là, justement, on va pouvoir rebondir sur l'arnaque de la démocratie et du vote. Les amis, vous n'êtes pas dans un pays démocratique dès le moment où vous votez pour des représentants. Il n'y a rien de démocratie. Ça, c'est ce qu'on appelle la plus grande perversion du monde moderne. Voter et espérer qu'une personne que vous n'avez jamais connue, ni d'Adam ni d'Ève, vienne changer votre destin. Vous vous faites avoir par des politiques, notamment le Rassemblement national, qui vous disent « Vous inquiétez pas, on va faire en sorte que les Français sont la priorité, que les étrangers doivent rester dans leur pays. » Mais dans quel monde est-ce que vous vivez? Est-ce que vous avez entendu ce que vient de dire cette personne? Si la Commission européenne dit non, c'est non. Ils vont faire comment? Ils n'ont même pas de thunes pour essayer de tenir tête à cette Commission européenne. Ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Il faudrait peut-être arrêter de croire que les gens vont changer votre vie. D'accord? Il faudrait arrêter de demander un retour des royalistes et des monarques. Il faudrait arrêter d'espérer un retour de Charles de Gaulle. Ces systèmes politiques ne sont pas anti-fragiles. Et qui dit fragile, dit courte durée de vie. Vous allez trouver un autre Charles de Gaulle demain. Ce Charles de Gaulle, il va disparaître. Et rebelote, vous vous retrouvez dans une situation chaotique. La monarchie, c'est fragile. Ça ne fonctionne pas. Donc déjà de 1, il faut tout redécentraliser. Si on réussit à déclasser ces gens, il faut tout redécentraliser. Comme la Suisse est décentralisée, comme les États-Unis sont décentralisés, tout redécentraliser. Comme la France l'était à l'époque de l'Ancien Régime avec ses corporations et que chacun s'occupait de soi, il y avait une ascension sociale en fonction des différents métiers. Il faut tout redécentraliser. Et deuxièmement, il faut prendre son destin en main par soi-même, c'est-à-dire voter démocratiquement, d'accord, et décider soi-même et ne pas voter pour des parlementaires qui vont ensuite vous dire « Vous inquiétez pas, on sait mieux que vous, donc vous allez voter pour nous, on fait le reste. » Non, vous vous éduquez et vous votez vous-même. Référendum, ou je sais pas, comme les Suisses qui votent 2 fois à l'année, il faut trouver une solution. Mais il faut arrêter de croire que ces gens vont vous sauver. Il faut arrêter de croire que ces gens sont là pour vous sauver. Vous vivez dans quel monde? Lorsque vous remettez les clés de votre liberté à quelqu'un d'autre, faut pas vous étonner que vous ne revoyez plus jamais ces clés. C'est pas possible. On voit les gens qui sont là en train d'être complètement distraits par Bardella, Le Pen, ou même les gauchistes, les gauchistes qui vous disent qu'ils vont résoudre les problèmes sociaux de la France. Là, c'est quand même bizarre de voir à quel point la ligne qui sépare le Front National du Rassemblement National, elle est si fine. Parce qu'en réalité, c'est les mêmes partis, ces gens. Ces gens représentent des gens, 80% de la population, qui se sont fait berner par une classe dominante bourgeoise il y a plus de 300 ans. Et la preuve que ces gens ne sont pas là pour vous aider, c'est qu'ils ne sont même pas capables de s'entendre entre eux pour au final bien vous représenter. Ils ne sont pas capables de s'entendre entre eux. Et c'est ces gens qui vont vous sauver. C'est eux. Donc il faut trouver déjà un moyen de récupérer le pouvoir. Voilà, une petite révolution du prolétariat, ce serait pas mal. Et ensuite, décider par soi-même. Et arrêter de croire que des gens vont décider pour vous. Il faut arrêter avec les rois. Il faut arrêter avec ce vote représentatif. Dites-vous quand même que la République française et ce système politique qui est en train de détruire vos vies, mais cette République française, elle est plus antifragile que les monarchies. Parce qu'un monarque, lorsqu'il y a un problème, le monarque, il paye pour tout le monde, comme Louis XVI. Il a payé pour les conneries de Louis XV. Il a payé. Elle, la République, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle est plus antifragile? T'as un mec qui a une mauvaise popularité, on va l'évincer. Mais t'as un autre mec qui vous fait croire que lui va changer les choses. Vous vous rendez compte de la douille? Il y a un troisième mec qui vous fait croire que lui va vraiment changer les choses. Et ensuite, on est dans cette ligne perverse où, au final, il y a plein de mecs qui vous font croire qu'ils vont changer les choses. Et jusqu'à vous rendre compte, comme aujourd'hui, qu'en réalité, ces mecs ne représentent que les intérêts de personnes qui vous opposent. Donc la République, elle est bien plus antifragile que la monarchie. Donc il faut repenser tout le système et décider de voter pour soi-même. Décider de voter soi-même, pardon. Putain, tu veux sauver des gens alors qu'ils espèrent que Marine Le Pen va les sauver.
D'ailleurs, quelques économistes nous alarment depuis longtemps. Ils affirment qu'à la création même de l'Europe, les comptes n'étaient pas bons. En gros, l'euro serait surévalué de 7%. Regardez, par exemple, l'euro serait évalué de 7%. Est-ce que vous savez que, par exemple, déjà de 1, le système politique de Charles de Gaulle, ça ne pouvait pas fonctionner. Les 30 glorieuses, 30 ans de gloire. Est-ce que vous savez que l'Angleterre, ça a été plus de 200 ans de gloire? Donc, comment vous pouvez croire une seule seconde qu'un mec... Dites-vous, ce mec a été chanceux parce que la France sortait d'une guerre. Quand tu sors d'une guerre, bien évidemment que les choses ne peuvent que mieux aller, hein, bien évidemment. Il a nationalisé absolument tout, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça allait fonctionner? Vous voilà encore aujourd'hui avec ce système de retraite qui crée un déficit de 900 milliards à l'État français. Vous voilà avec ce système pervers de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, il faut faire attention avec ce mec. Parce que Charles de Gaulle, il savait pertinemment qu'il était mal entouré, qu'il y avait des partis politiques qui rêvaient de contrôler la France. Il avait déjà vu avec la 3e et la 4e République qui étaient des monarchies parlementaires, des grosses douilles. Si vous faites la liste des systèmes les plus corrompus de la France, vous avez la 3e et la 4e qui sont en première place avec la monarchie de Juillet qui est aussi une forme de monarchie parlementaire car Louis-Philippe Ier n'avait pas énormément de pouvoir. Charles de Gaulle savait pertinemment qu'il était mal entouré. Lui, cet homme obnubilé, son rêve était de remettre en place l'autorité et de mettre un président plus fort. Et il n'avait pas pensé à la suite. Lorsqu'il partait en 69, il n'avait pas pensé à ce qui allait se passer. Non. Résultat des courses, vous avez Pompidou qui, lui, derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il interdit à l'État de créer sa propre monnaie. Il doit le faire chez Rothschild. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, du coup, quand l'euro est trop fort de 6% et que la France était déjà endettée avant la mise en place de l'Union européenne, tu m'étonnes. Quand on interdit à un État de créer sa propre monnaie et qui doit aller derrière s'endetter auprès des financiers qui s'en mettent plein les poches depuis près déjà de 300 ans, mais comment est-ce que tu veux que les choses aillent mieux? Mais c'est exactement ce que je dis tout à l'heure. Les choses ne pouvaient pas aller mieux. On avait déjà asséché la France. Il fallait bien maintenant qu'on passe à l'échelle supérieure, créer une Union européenne afin que les terrains de jeu soient bien plus élargis pour qu'on mette plus en place le libéralisme et qu'on maximise davantage les profits. Jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. En France, que dans le même temps, il serait sous-évalué de 18% en Allemagne. Ces mêmes économistes, dont notre propre ministre, affirment que nous ne pourrons jamais stopper l'inflation généralisée qui touche notre pays. Tout simplement. Mais ils n'ont pas envie de corriger l'inflation. Je vous l'ai déjà dit, corriger l'inflation reviendrait à ne pas servir les grands industriels, les grands marchands, les grands patrons qui, eux, ne pensent qu'au profit. Si vous réindexez l'inflation au salaire et que vous diminuez les chômages, les entrepreneurs ne pourront pas faire grand-chose. Ils ne pourront plus se balader, ils ne pourront plus. Ce ne sera plus la fête pour ces gens. Si vous réindexez le salaire et que vous rediminuez le chômage, ça fait du mai 68. Mai 68, c'était des industries qui, elles, ont carburé parce que ça fonctionnait, on manipulait le franc, on sortait d'une guerre, les industries s'en mettaient plein les poches, ça fonctionnait, elles embauchaient. Le truc qu'elles avaient oublié, c'était qu'il y avait... Excusez-moi, le truc qu'elles avaient oublié, c'est qu'il n'y avait pas de chômage. Et ça, les ouvriers, les travailleurs, ils s'en étaient rendus compte. Donc, on s'en rend compte. On sait que ces gens ne peuvent pas nous virer parce qu'il n'y a pas de chômage et que même si je suis viré, je peux trouver un travail dans une autre industrie, un travail ailleurs. Je vais demander à ces gens de soit m'augmenter le salaire ou bien d'améliorer mes conditions de travail. 68. Et ça, c'était dans le monde, hein. C'était dans tout l'Occident. Ça a été un cauchemar pour ces industriels. Pompidou, il ne savait pas quoi faire. Il était comme ça. Il fait des messages. Retournez au travail, c'est intolérable. Nous ne pouvons pas accepter un tel désordre social. Ça, ils l'ont retenu. Ils ont retenu la leçon. Résultat des courses, vous avez des gens comme Margaret Thatcher. Elle dit « Ah, vous voulez pas travailler? Vous voulez pas travailler? Vous allez voir. » Hop, elle a zigouillé les travailleurs, elle a zigouillé les syndicalistes, elle en avait rien à faire.
Pourquoi ? Parce que l'Angleterre, en 1970, avait trouvé du pétrole dans la mer du Nord. Donc du coup, elle avait de l'argent qui entrait pour l'État. Elle n'en avait rien à faire. Et après, du coup, elle a libéralisé l'économie, donc ça a été exceptionnel pour les entrepreneurs, parce que le problème du libéralisme économique, c'est que le libéralisme économique, c'est le système économique de la sauvagerie. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Le problème, c'est que lorsque vous vivez dans un pays, vous ne pouvez pas penser de la sorte. Il y a une forme de bien commun. Et c'est le problème de la France, c'est la malédiction de la France. La malédiction de la France, c'est qu'on est en train de dire que les Français sont individualistes, que voilà, les libertés individuelles, chacun d'un pensée pour soi-même. Ça n'a jamais été l'histoire de France. La France a toujours été un pays où les gens étaient unis entre eux, ils s'aidaient entre eux. Il y a toujours cette collectivisme français. Ça s'appelle les corporations, ça s'appelle l'Église catholique de Rome. Après les guerres de religion, tous les pays individuels, les Nordiques, les Pays-Bas, l'Angleterre, la Prusse. Ah oui, eux, ils se sont empressés de faire du protestantisme. Hein. Ils se sont empressés de mettre en place le calvinisme pour nous dire qu'il y a les élus et il y a les malheureux. Et que les élus, parce qu'ils sont élus, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. La France, elle a résisté à ces conneries. Et ça, c'est la malédiction de la France, tu vois. On leur a imposé l'individualisme. C'est un gros problème. C'est une forme de malédiction. En tout cas, je me suis perdu là, je suis parti trop loin dans mes explications. Simplement, car mathématiquement, c'est impossible. D'ailleurs, il n'y a pas que les experts des plateaux télé qui ont émis des doutes à ce sujet, et ce, dès le départ. Rappelez-vous ce soir de 2005. Les Français rejettent la Constitution européenne. Voilà, on rejette la Constitution européenne. Déjà, dites-vous que ce référendum, dites-vous déjà qu'on l'a mis en place parce qu'on pensait que les Français allaient dire oui. Parce qu'on a fait 2-3 sondages, on a fait 2-3 analyses, on s'est dit, ils vont dire oui. Donc on va jouer les cartes de la démocratie, on va montrer au monde entier que nous sommes un pays démocrate et qu'on laisse le peuple décider pour son propre avenir. Chirac, il a vu ça. C'est pas ce qui était prévu. C'est quoi ce délire ? Non mais écoutez, le référendum, c'était juste un essai. Hein. C'est une erreur, vous savez pas ce que vous dites. On sait mieux que vous inquiétez pas. Vous avez vu, il y a des vidéos qui tournent de Ségolène Royal qui le dit. Et les Américains lui posent la question. Vous ne laissez pas les Français voter ? Vous ne mettez pas en place des référendums ? Elle le dit, non, on ne va pas les laisser voter. On pense pour eux. On décide pour eux, on sait mieux qu'eux. La démocratie. Continuez de voter Marine Le Pen. Continuez de voter Macron. Continuez de voter Mélenchon. Continuez de voter ces charlatans. En pensant qu'ils vont venir vous sauver. Mon Dieu. La liberté individuelle, c'est de 1, l'énergie libre. Peu cher, c'était le nucléaire. C'est ça déjà de base, la liberté individuelle. C'est pas le droit, la propriété privée, toutes ces conneries. Tous les philosophes anglais qui sont arrivés en XVIIe siècle en Angleterre, d'accord, ils se sont mis à parler pour juste renforcer, pour juste justifier les conneries qu'ils faisaient avec le capitalisme et le libéralisme, en disant que la propriété privée est un état de nature. Je suis pas sûr de ça. D'accord. Dites-vous que toute forme de dogme, toute forme de principe, toute forme d'énoncé existe pour protéger un intérêt. L'Église catholique de Rome n'a pas existé pour vous apprendre, pour vous rendre un peu plus pieux. Elle avait des intérêts. C'est pareil pour la philosophie des Lumières, c'est pareil pour les libéraux anglais, c'est pareil pour tout. Donc du coup, qu'est-ce que je disais ? Je suis embrouillé là. Je voulais dire quelque chose sur les libéraux. C'est pas grave, ça me reviendra. Non, l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Pas si étonnant alors que la défiance soit de mise. Mais finalement, outre l'Europe et les crises géopolitiques, peut-être qu'en réalité, le problème viendrait aussi, mais surtout, de chez nous. Car beaucoup le constatent avec stupeur, les choses semblent pires en France.
Si chacun voit bien qu'actuellement le monde entier entre dans une crise de plus en plus profonde, ce que l'on voit moins, c'est l'éventuelle porte de sortie. Nous sommes rentrés dans l'inflation. Alors, il y a bien un moyen d'en sortir, non? Pas sûr, car notre pays, qui a si longtemps été le phare du monde, semble avoir perdu son feu sacré. Et aujourd'hui, il semble être malheureusement précurseur en termes de déclin. Notre pays est en plein déclin pour 3/4 des Français. Chez nous, plus qu'ailleurs, la classe moyenne n'arrive plus à épargner. Et arrêtez d'écouter ces trucs-là. Notre pays est en déclin pour 3/4 des Français. Arrêtez, soyez des personnes libres. Arrêtez de regarder ces conneries à la télévision. Vous savez pertinemment où se situe le problème. Ils vous font des émissions de la sorte en vous montrant des chiffres pour vous rassurer que vous n'êtes pas seul, à vous sentir seul et à vous sentir triste. Vous voyez, quand un malheur vous arrive, vous essayez très rapidement de savoir si votre voisin a le même malheur pour moins vous sentir seul. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de vous faire. C'est ce qu'on appelle de la perversion sociale. Les Français sont tristes. Les Français ne savent pas quoi faire. Les Français sont démunis. Et vous, derrière cet écran, vous vous dites « Ah, 70% des Français pensent comme moi. Je me sens pas si seul que ça. Ah, ça me rassure. » Vous ne devez pas penser comme ça. C'est de l'infantilisation. C'est de l'endormissement constant et permanent. Et le pire, c'est que vous savez exactement quels sont les problèmes que nous rencontrons en France. Donc arrêtez d'écouter ces conneries et trouvez des solutions pour déclasser ces gens. Ça, c'est de la perversion. Vous savez, je vais vous dire un truc. Les meilleurs menteurs sont ceux qui disent toujours un peu la vérité pour vraiment vous mettre dans le doute. C'est ça, les meilleurs menteurs. D'accord. Le meilleur menteur, c'est pas celui qui dit 100% des mensonges. Non! Le meilleur menteur, c'est celui qui va dire 60% la vérité, 40% le mensonge. Pour toujours vous laisser dans le doute. Toujours en train de vous dire « Non mais regarde, lui il a été condamné, mais au final il a été sauvé. Peut-être que le système marche au final. Non mais regarde, lui il a été condamné, une femme a porté plainte pour agression sexuelle, mais c'est sorti sous forme de non-lieu. Peut-être qu'au final, le système marche. Regardez, lui, il a fait des bêtises. Il a été condamné. Oui, le système marche. Il faut continuer d'y croire. C'est ce qu'on appelle de la perversion. On vous fait croire, on fait semblant de vous montrer que le système fonctionne encore, à dire que, voilà, on met toujours en place certaines actions pour vous montrer que ça marche. C'est juste pour vous distraire. C'est toujours pour vous distraire. C'est toujours pour créer ce mirage, cette illusion. Ce qui vous fout de votre gueule, c'est de la perversion. Donc arrêtez de regarder ces émissions connes. L'inflation, mamie, mamia, les Français sont pauvres. C'est pour vous rassurer dans votre coin. Récemment, Élise Lucet, c'est comme ça qu'elle s'appelle, cette comédienne, elle allait faire une enquête sur McKinsey. Elle allait faire quoi? Elle allait parler à tous ces ministres qui ont été renvoyés depuis longtemps, qui ont arrêté de travailler depuis longtemps, hein, pour vous montrer qu'elles travaillent, pour vous montrer qu'ils sont en train de bien utiliser votre argent, pour vous montrer que ça fonctionne, que le système fonctionne toujours. On n'attaque pas Macron, hein. Non, on va aller attaquer les vieux morts-vivants qui étaient là à l'époque de McKinsey, mais qui ont été renvoyés depuis longtemps. Regardez, on travaille, ça fonctionne, croyez en nous. Le système fonctionne, croyez en nous, regardez. On fait la guerre à Macron. Regardez, on va regarder ce qu'ils font. On va parler à Darmanin. On va leur poser les questions, les vraies questions auxquelles les Français attendent des réponses. Regardez, ça fonctionne. Au final, rien ne change. Parce que c'est de la perversion. On vous fait croire que ça fonctionne. Le soir, quand ils dorment, ils sont là. Ouais, t'as vu? On leur montrait que ça fonctionnait. Ouais, t'inquiète pas, ils y croient, vos systèmes. Ils y croient. Ils y croient, excusez-moi. Ouh là là, mon Dieu. Oh là là, mon français. Ils y croient. Vous inquiétez pas. J'ai fait mon travail, monsieur Macron. C'est très bien. Je suis fier de vous, madame. C'est de la perversion. Donc arrêtez de regarder la télévision. Vous savez pertinemment quel est le problème. Grâce à l'Internet, vous en savez mieux en économie que tous ces philosophes charlatans, hein, des Lumières. Vous en savez déjà mieux parce que grâce à l'Internet, vous vous éduquez par vous-même. Vous n'en avez pas besoin de regarder sans arrêt la télévision. Et là, on va s'adresser surtout aux vieux qui regardent la télévision,
qui vont dire « Ah mais non, mais je suis pas con, j'ai tout compris parce que j'ai vu c'était sur TF1. » Arrêtez. Oh là là. Pour 3/4 des Français. Chez nous, plus qu'ailleurs, la classe moyenne n'arrive plus à épargner comme avant. La majorité silencieuse se sent abandonnée par ses représentants. Et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, le tout à vitesse grand V. Pour illustrer cet engrenage, voici un exemple tout bête. Connaissez-vous la théorie des bottes ? C'est un concept économique né dans les années 1990. En bref, supposons que vous avez besoin d'une paire de bottes pour le travail. Vous allez au magasin et là-bas vous voyez deux paires. Une à 10 €, l'autre à 100 €. 100 €, c'est trop, car plus d'un tiers des Français ne disposent justement plus que de 100 € au 10 du mois. Alors, vous prenez la paire à 10 €. Or, cette paire est de mauvaise qualité. Elle abîme votre santé et surtout, elle se déchire au bout d'un mois. Et c'est exactement... je coupe, excusez-moi, je vais remettre le principe parce qu'il est pas mal. Mais parlons de qualité, c'est exactement ce auquel ils pensaient lorsqu'ils ont installé le libéralisme économique, c'est-à-dire la recherche du profit constant. Ils savaient pertinemment que ce problème de qualité allait les freiner ce libéralisme et qu'il fallait trouver une solution. Qu'est-ce qu'on a fait derrière ? On a mis en place l'esclavagisme moderne. On a fait en sorte d'endetter les gens, mais tellement qu'au final, ces gens n'ont plus le choix et doivent se contenter de la mauvaise qualité. Ils le savaient. Ils savaient que voilà, le pain, là, durant cette guerre des farines, le pain, là, dont on fait flamber les prix et qui est de mauvaise qualité, on savait pertinemment qu'au bout d'un moment, ça allait nous porter préjudice, ce manque de qualité, et que les gens, même s'il fallait payer un peu plus cher, allaient se retourner vers la qualité. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va les esclavagiser, mais tellement qu'ils n'auront pas le choix d'acheter la chose de si mauvaise qualité et de se contenter de ça. De s'en contenter. Ils avaient pensé à tout. Ils avaient pensé à tout. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous allez vous retrouver à acheter des voitures chinoises qui coûtent 2 fois moins cher que les voitures allemandes, mais qui font le même travail. Tu vois. Et que, en achetant ces voitures, vous ne regardez plus la marque chinoise. Vous regardez juste, en fait, vos finances. Et vous vous dites, je n'ai pas le choix. Les Américains sont dans ces situations, les Européens sont dans ces situations. Voilà. Ça, ils avaient pensé à ça. Ils savaient que ça allait être le problème de la qualité. Donc du coup, pour contrer ce problème, on vous esclavagise de telle sorte que vous n'avez plus le choix. Vous devez acheter ça. Vous devez l'acheter. Et le résultat des courses, chaque fois que vous achetez quelque chose, vous regardez votre portefeuille et vous regardez votre feuille salariale et vous vous dites, je n'ai pas le choix. Si je râle, j'ai plus de travail, mon compte en banque, il est pas très élevé, j'achète et je ferme ma gueule et je me contente de ça. L'esclavagisme moderne au nom du capitalisme, du libéralisme économique et de la recherche profit du constant parce que, soi-disant, ça enrichit tout le monde. Séquence, vous escalez 10 du mois. Alors, vous prenez la paire à 10 €. Or, cette paire est de mauvaise qualité. Elle abîme votre santé et surtout, elle se déchire au bout d'un mois. Conséquence, vous achetez 120 € de bottes par an. Là où quelqu'un qui a plus de moyens aura acheté la paire à 100 €. Et c'est ainsi que l'engrenage de la pauvreté démarre pour certains. Oui, être pauvre, ça coûte cher. Et ça, vous l'avez forcément observé autour de vous. La pauvreté augmente. Le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté est estimé à plus de 9 millions et l'extrême pauvreté va croissant. Un Français sur 2 saute régulièrement un repas. Un jeune sur 2 se prive de sorties culturelles et d'achat de vêtements. De nombreux seniors surveillent leurs dépenses à l'euro près. Pourtant, on nous parle de hausse du prix de la vie de l'ordre de seulement 5%. Difficile à croire, au vu de tout ce que vous venez de voir. Et vous avez sûrement raison. Car en France, ce calcul est des plus flous. Sa méthodologie n'a jamais été dévoilée. Et selon plusieurs sources, il ne tient pas compte ni des hausses d'impôts, ni des hausses du marché de l'immobilier. Mais c'est ce que je dis, les amis. On ne sait pas comment ils calculent l'inflation parce que vous ne devez absolument pas savoir comment ils la calculent. S'il corrigerait l'inflation, il y aurait du travail pour tous. Dès le moment où il y a du travail pour tous, vous avez ce qu'on appelle un moyen de pression. Dès le moment où vous avez le moyen de pression, vous êtes plus regardant sur la qualité de vos produits. Vous êtes plus regardant sur vos conditions de travail en entreprise, que ce soit en industrie ou bien dans le tertiaire. Et ça, ils ne peuvent pas le tolérer parce que les marchands bourgeois, libéraux, libertaires, cosmopolites, progressistes, capitalistes ont décidé que c'était leur paradigme et que personne ne devait les contredire. Personne. Personne. Au nom de l'usure et du taux d'intérêt.
Mais en réalité... Et n'attendez en aucun cas qu'il vous montre comment il calcule l'inflation et ne croyez jamais. Ne croyez jamais. De toute façon, vous le voyez lorsque vous allez dans votre caddie, quand Bruno Le Maire, cette arnaque du siècle, vous dit « Vous inquiétez pas, l'inflation, elle n'est que de 5-6%. Vous inquiétez pas, on l'a corrigée. » Déjà, est-ce que vous vous rendez compte de la perversion de ces gens? Ils ont levé de la dette. Donc, ils ont rendu la France plus endettée. Le gouvernement français ne crée aucune valeur ajoutée. Si le gouvernement français avait pour préoccupation, comme le gouvernement de Mayotte, de créer de la valeur, ou bien comme on va dire Charles de Gaulle, on va dire encore, je vais aller être cool avec Charles de Gaulle, on va dire Charles de Gaulle qui a nationalisé pas mal de secteurs dans l'économie française pour créer des travaux, des jobs. Si le gouvernement essaie au moins de créer de la valeur, j'ai envie de te dire, ok, on peut quand même voir ce qu'il fait. Non, eux, ils le font pas, tu vois. Ils le font pas. Ils vous disent que l'inflation est de 5-6%, mais... Avec 100 euros, qu'est-ce que tu achètes en France aujourd'hui? Mais rien du tout. Donc tu sais pertinemment que l'inflation n'est pas de 5-6%. Donc il ne faut pas croire à ces conneries. Et je sais de toute façon que personne ne croit à ces conneries. Nous le savons tous, hein, que c'est des mensonges. Donc ils ne corrigeront jamais l'inflation. Jamais. Personne n'est... Parce qu'ils ont appris de leurs erreurs durant mai 68 et ils l'ont mis en application avec Margaret Thatcher avant le début du XXe siècle. Avant le début du XXIe siècle. Et tout le monde a bien constaté que la plupart des choses ont doublé, voire triplé de prix. Alors, on fait comment? Pour sortir de cette impasse, plusieurs politiques proposent des solutions radicales. Changement de régime politique, sortie de l'euro, retour au franc. Toujours est-il que si une solution magique existe, on ne l'a toujours pas trouvée. Et en regardant hors de nos frontières, on constate que les pays qui ne connaissent pas l'inflation, ça ne court pas les rues. Mais peut-être qu'il y a encore des motifs d'espoir. D'ailleurs, tous les partis vous le promettent. En votant pour nous, tout ira mieux. Alors, qui croire ? Méfiez-vous des chaînes qui vous disent pour qui voter. D'ailleurs, nous ne le ferons jamais. Nous sommes simplement là pour vous donner quelques clés et vous aider à protéger votre épargne en restant bien informé. Car de nos jours, c'est sûrement ça le plus dur. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à la liker et abonnez-vous pour... Bon, très bonne vidéo. La solution, il faut réindustrialiser la France. Déjà de 1, pour le faire, il faut supprimer les impôts. Supprimer. Tous les impôts. Tu laisses ensuite un certain type d'impôts pour aider les plus démunis, c'est-à-dire les agriculteurs, les artisans, les petits commerçants qui n'ont pas la capacité de production et les industries. Et en même temps, tu dois permettre aux entrepreneurs, eux, d'entreprendre. Tu dois créer des conditions propices à leur entreprise, à leur décision d'entreprendre. Mais derrière, parce que le libéralisme, c'est quelque chose de dangereux, ça crée des monopoles parce que l'être humain est pervers et que, en réalité, le but de l'être humain, c'est de ne pas travailler et de garder toutes les ressources de production, tous les moyens de production, hein, l'immobilier, j'en passe. Ben, tu dois mettre des règles comme ce que font les Singapouriens. Donc, tu décentralises pour ne plus jamais être esclave de ces technocrates, de ne plus jamais être esclave d'un mauvais dirigeant. Tu décentralises, excusez-moi, exactement comme à l'époque des corporations ou bien comme les Suisses. Tu enlèves tous les impôts, tu enlèves certains pour faire une politique juste sociale, c'est-à-dire protéger les petites gens tout en laissant les entrepreneurs faire ce qu'ils souhaitent faire. Voilà, tu subventionnes peut-être les gens qui ont un peu plus de mal et derrière tu enlèves cette perversion libérale sur des secteurs qui sont si importants, comme la santé. C'est quand même scandaleux. Ensuite, vous redevenez indépendant énergétiquement parlant parce que les libertés individuelles, c'est l'énergie libre. Rien d'autre. Ce n'est pas le droit. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires du droit? Le droit, le libéralisme économique, la jurisprudence, le common law, le code civil, le code commercial. C'est des conneries. Les libertés individuelles, c'est l'énergie libre. Rien d'autre. Parce que l'économie, c'est l'énergie transformée. Donc, il faut remettre le nucléaire en place. Ça, on va savoir s'ils vont l'accepter, ces gens. On va savoir si les Américains vont l'accepter, si les Russes vont l'accepter, si les Arabes vont l'accepter. Parce que eux, ça empiète sur leur poche. Voilà. Tout simplement. Et vous apprenez à voter par vous-même. Vous apprenez à chercher les solutions par vous-même. Mais avant de faire tout cela, petite révolution, ça ferait pas de mal. Petite. Et puis, bien évidemment, que je vais pas trop en profondeur parce que là, je suis à plus d'une heure de vidéo et que je pourrais faire juste une vidéo sur penser comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un système incroyable. Parce que quand tu analyses l'identité française n'est absolument pas
en symbiose avec le libéralisme économique sauvage, type américain, type Angleterre. Ce n'est pas l'histoire de France, ce n'est pas la mémoire française. Voilà, malheureusement, on impose des choses à les Français. Bonne journée.